Bonjour à tous, bienvenue à Pensée courante, l'émission conçue pour les étudiants de 2e et 3e cycle et pour tous ceux qui peuvent s'intéresser de près ou de loin à ce qui se passe quand on poursuit ses études au cycle supérieur. Mon nom est Serge Bonin, nous sommes en direct du nouveau Café Fou Allié situé au coin nord-ouest du pavillon Desjardins. L'Allié, pour ceux qui ne le savent pas, c'est bien sûr l'association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures. J'en profite tout de suite pour remercier nos principaux partenaires pour cette émission, l'Université Laval, bien sûr, et l'Association des diplômés de l'Université Laval. Nous avons plusieurs invités pour cette deuxième émission. Nous voyagerons dans le cosmos avec Jean-François Robitaille. Nous comparerons des réseaux de transport en commun avec Mathieu Desborbes. Alexandra Champagne nous parlera de ses différentes implications bénévoles. Josiane Lavigne de son expérience à la compétition de design international à Paris sur l'interaction humain-machine. Et Benoît Duina nous fera découvrir une application très pratique pour les entrepreneurs en construction qui doivent entretenir les canalisations souterraines. Je débute avec un petit tour des activités de l'Allié. Nous avons reçu une trentaine de candidatures pour le concours de vulgarisation Cogito et les auditions auront lieu demain et jeudi. Plusieurs facultés sont représentées. Nous aurons droit à toutes sortes de sujets très variés. Cette année, nous filmerons les candidats dans différents lieux sur le campus. Donc, vous allez pouvoir voir les émissions au Canal Savoir et ensuite sur la chaîne Internet de l'Université au mois de février environ. Côté conférence de la chaire publique, le projet de la Charte des valeurs québécoises suscite les passions. Certains disent qu'on crée un problème qui n'existe pas, d'autres qu'on cherche à définir le peuple et la nationalité québécoise. Les uns disent par peur, les autres par affirmation de fierté. Il y a la question patrimoniale du crucifix, laïque, mais pas tout à fait. On s'entend pas sur la symbolique des signes religieux ostentatoires et leur interdiction dans la fonction publique. Doivent-ils être interdits dans tous les emplois de la fonction publique ou seulement dans certains domaines? Il y a aussi l'ombre de l'extrémisme qui plane. Et maintenant, l'arrivée des Jeannettes, qui décrit toutes les religions créées par les hommes au détriment des femmes. Une longue lutte entre la Charte des droits et libertés canadienne et cette proposition de charte québécoise est à prévoir. Le débat sur la question est multiple, pertinent, déterminant pour notre avenir collectif et nous allons recevoir le mercredi 13 novembre 19h à l'amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Desjardins Louis-Philippe Lampron, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université Laval, Jocelyn Maclure, professeur à la faculté de philosophie de l'Université Laval, Michel Sirois, coordonnatrice de la Coalition Laïcité Québec. Nous aurons aussi Tania Lompré, enseignante de francisation aux adultes, auteure et blogueuse au Journal de Montréal, et Jemila Benhabib, auteure, journaliste et détentrice d'une maîtrise en physique et en sciences politiques et en droit international. Voilà, ce sera le 13 novembre et l'entrée est libre. Autre conférence, le patrimoine immatériel. Qu'est-ce qu'on fait pour préserver les pratiques intergénérationnelles et la culture traditionnelle? Il y a 10 ans, l'UNESCO reconnaissait pour la première fois le patrimoine culturel immatériel en mettant sur pied une convention pour sa sauvegarde. Son importance ne réside pas tant dans la manifestation culturelle elle-même que dans la richesse des connaissances et du savoir-faire qu'il transmet d'une génération à une autre. Tradition, expression orale, art du spectacle, pratique sociale, rituels, événements festifs, connaissances pratiques concernant la nature et l'univers, savoir-faire de l'artisanat traditionnel. Bref, c'est assez large. On parle de chants épiques pansori en Corée, de chants védiques, de théâtre no, etc. Mais qu'est-ce qui est retenu par l'UNESCO? Qu'est-ce qui pourrait l'être? Les chants néo-zélandais, par exemple, les Pygmée-Aka de l'Afrique centrale. Et au Québec, qu'est-ce que la culture québécoise? Est-ce que la mondialisation menace l'identité culturelle? Et que fait-on pour préserver le patrimoine immatériel du Québec? Alors, nous posons ces questions-là à Laurier Turgeon, qui est professeur titulaire de la chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique à l'Université Laval ici, à Antoine Gauthier, qui est directeur général du Conseil québécois du patrimoine vivant, Marc Jacobs, directeur du Pharo, interface flamande pour le patrimoine culturel, et Véronique Guévremont, professeur agrégé à la faculté de droit. Ce sera lundi le 18 novembre, toujours à l'amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon Desjardins. L'entrée est encore une fois libre. Toutes nos conférences sont ouvertes gratuitement au public. Eh bien voilà pour l'introduction. Ça fait beaucoup d'activités. Sans plus tarder, nous allons passer tout de suite à notre premier invité, Benoît Duina. Benoît Duina, tu as terminé ta maîtrise en sciences géométriques. C'est terminé, c'est fini. Ouais, c'est dépôt initial, final. Tout est réglé. Tout est réglé. Tu as reçu le prix Octas. Qu'est-ce que c'est le prix Octas? Alors les Octas, c'est le groupe Action TI qui regroupe toutes les technologies de l'information au Québec, qui chaque année organise un gala avec une remise de prix dans différentes catégories.
Ça va des grosses industries comme Boeing ou la SAC à la relève étudiante. Et moi, j'ai reçu le prix coup de cœur du jury pour mon projet dans la catégorie relève étudiante. C'est un prix qui est assez rare. Je pense que le prix coup de cœur n'existait pas. C'est ça. En tout cas, arrive de façon ponctuelle chaque année. Ça arrive, mais c'est plus rare. C'est pour tout le Québec. Ouais. OK. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour être candidat là? Ou est-ce que tu as déposé une candidature? Ouais, c'est ça. C'était un dossier là avec une description du projet. Il y a vraiment beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Là. Okay. C'est vraiment comment faire rayonner les technologies de l'information au Québec. Parce que donc ils ont trouvé que c'était quelque chose, un projet qui était innovant, puis qui était c'est ça intéressant là pour un projet de maîtrise. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? Ouais. Alors le projet à la base c'était comment trouver une solution pour proposer un moyen de visualisation des infrastructures souterraines autre que le plan 2D papier ou le plan 2D numérique. Okay. Un moyen qui soit un petit peu plus interactif, plus visuel aussi. Là, on voulait vraiment proposer quelque chose de 3D. Et quand tu parles d'infrastructure, on parle surtout des tuyaux. Des canalisations, des tunnels. Ça peut être assez large, là, mais vraiment tout ce qui se trouve dans le sous-sol et qu'on ne voit pas à l'œil nu, dans le fond. Okay. C'est-à-dire quand il y a des entreprises d'excavation qui vont avoir des travaux à réaliser, ils ont besoin de connaître l'état du sous-sol. Et pour l'instant, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a un centre d'appel général au Québec, qui a Info Excavation, qu'ils appellent, ils leur remettent des plans du sous-sol, mais souvent c'est des plans 2D qui vont pas forcément être très évidents à lire sur place. La profondeur est écrite, mais à la main. C'est ça. J'imagine que ça doit pas toujours être facile à déchiffrer. Il y a tout un tas de problèmes reliés à ça, puis il y a beaucoup d'accidents qui interviennent chaque année. Fait que c'était pas forcément de trouver une application qui va résoudre tous les problèmes, c'était pas là le but, mais plus de proposer un nouveau moyen de visualisation. Donc c'est quelque chose qui n'existe pas encore. Non. Ok. C'est un peu toi qui. D'où est venue cette idée-là? C'est vraiment le sujet de maîtrise était un petit peu que j'ai réalisé dans la continuité des travaux de ma directrice, qui s'intéresse beaucoup, qui est Sylvie Daniel au département de géomatique, puis qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est réalité augmentée, comment proposer des moyens de visualisation et d'interaction qui sont intuitifs pour l'utilisateur. Et donc moi, je me suis penché plus pour le cas des infrastructures souterraines. Et l'approche que j'ai utilisée, c'est que je me suis servi de toutes les données qui ont pu être réalisées par des projets antérieurs à moi, par d'autres étudiants, sur des données sur le campus. Donc ça a été mon site d'études, le campus. Des données souterraines? À la fois en surface et souterraine. Okay. Et donc, à partir de là, j'ai réalisé un modèle 3D du campus. Mais tu n'avais rien en 3D, là? Il y avait déjà des données 3D qui existaient, comme certains bâtiments, par exemple. Des modèles numériques de terrain aussi, c'est-à-dire la topographie du campus. Ça, c'est une chose qu'on possédait, mais qu'il fallait regrouper en un seul bloc pour faire une application. Et donc c'est ça, on a intégré en plus des données 3D de la surface, les plans 2D des canalisations, donc ça qui nous ont été fournis par le service des immeubles de l'Université Laval. Donc on avait l'eau, les conduites d'eau, les conduites de gaz, l'électricité pour les lampadaires, les tunnels piétons et les tunnels de service aussi. Donc ça c'est des choses où on avait des plans 2D. Et à partir de ces plans 2D, on a modélisé ces canalisations et ces tunnels en 3D, puis on les a intégrés dans notre modèle. Est-ce que vous avez fait tout le campus comme ça? Ou... Ouais. Au complet? OK. Comment? C'est quand même ouais, ça fait une bonne surface. Et après, l'idée, c'était vraiment de proposer une interface vraiment intuitive et interactive pour l'utilisateur. C'est-à-dire que ce modèle 3D du campus, on l'a déployé sur iPad. Avec la navigation automatique, c'est-à-dire que le GPS et les capteurs de position de l'iPad vont venir renseigner la position de l'utilisateur dans le monde 3D. Et donc, quand l'utilisateur va se déplacer sur le campus, le personnage, entre guillemets, parce que c'est une sorte de jeu vidéo, le personnage va se déplacer en temps réel et s'orienter également en temps réel. C'est-à-dire que si on est face au caseau, par exemple, dans la réalité, à l'écran, on va être en face du caseau. T'es vraiment parti d'un jeu vidéo comme tel que tu as intégré à ton... C'est-à-dire que le personnage du jeu vidéo suit les mêmes mouvements que l'utilisateur.
OK. Et après, le gros avantage d'utiliser cet environnement virtuel, c'est qu'on peut interagir avec, c'est-à-dire qu'on peut cliquer sur un bâtiment pour avoir des informations ou sélectionner une canalisation pour savoir quand les derniers travaux ont été réalisés, par exemple. OK. Et là, le personnage se déplace en même temps que toi? C'est un peu comme ça que ça fonctionne? Oui. C'est vraiment en temps réel, c'est-à-dire que les données topographiques ont été géolocalisées, c'est-à-dire qu'on connaît exactement les positions GPS des 4 coins du campus, mettons. Et ensuite, ça va être les données GPS qui rentrent dans l'iPad qui vont renseigner le positionnement par rapport à l'environnement. C'est-à-dire que il y a un taux de rafraîchissement du GPS qui est, mettons, chaque seconde. Ça va dépendre de certains paramètres, mais assez régulièrement, la position va être mise à jour. Et de la même façon, l'orientation, si l'utilisateur tourne sur lui-même, la vue va pivoter. Est-ce que c'est toi qui as fait la programmation de tout ça? Ouais. Oui. OK. Donc, plusieurs chapeaux, en fait. C'est ça. Tu as fait tes études d'abord en France, si ouais. je ne m'abuse. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu au Québec par la suite? C'est un petit peu un coup de hasard. En fait, je suis venu faire mon stage de fin d'études ici. J'ai fait une école d'imagerie et vision en France. Okay. Et on avait un stage de 6 mois à faire à la fin de l'école. Et je me suis retrouvé à faire un stage au département de géomatique de l'Université Laval. Je suis revenu. C'est que j'ai aimé ça. Ça a été quoi la plus grande difficulté quand tu as été confronté à faire ton projet, à le faire clairement, concrètement? À la fois la grande difficulté, puisque c'était un petit peu nouveau dans notre approche, c'était vraiment d'utiliser, on s'est servi d'un logiciel qui s'appelle Unity 3D, qui est un moteur de jeux vidéo 3D. Et la difficulté, c'était d'incorporer des données réelles, c'est-à-dire de la géolocalisation, des bâtiments haute définition qui ont été faits par relevé LIDAR sur le campus de l'université, puis ces canalisations, toutes ces sources de données différentes, de les intégrer dans un moteur de jeux vidéo 3D, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment habituel, parce qu'il y a peu de jeux de vidéo qui utilisent, mettons, les données d'une ville réelle, où il y a beaucoup de création, d'imagination, d'environnement virtuel dans le jeu vidéo, mais il y a encore peu d'utilisation d'environnement réel. Le lien n'est pas fait entre c'est ça. Ce qui existe. Et ça, je dirais que c'était une des principales difficultés, là, vraiment d'intégrer toutes ces données, puis de garder une cohérence entre les données. C'est ça qui était un plus difficile. À qui ça pourrait servir? Bon, on pense tout de suite aux gens de la construction là, qui pourraient réparer les tuyaux, mais est-ce qu'il y a d'autres gens? C'est ça. C'était le but de la maîtrise, c'était surtout de montrer le potentiel de cette approche, puisque ça peut être décliné pour d'autres utilisations, comme on a fait un projet avec la faculté des sciences de l'éducation. L'idée, c'était de proposer d'utiliser le même modèle, d'oublier le sous-sol, puis cette fois de se consacrer plus au bâtiment, et de proposer une petite visite virtuelle du campus où les personnes peuvent se déplacer sur le campus, cliquer sur le bâtiment, puis connaître les services, les facultés, les différents centres de recherche qu'il peut y avoir dans chaque bâtiment. Ça peut être très utile hein, pour les nouveaux arrivants, et même pour ceux qui sont déjà là depuis quelques temps. Des fois, on se demande où était le service. Et le prototype a été fait. On a fait des essais avec des étudiants justement étrangers qui venaient d'arriver, et ils ont trouvé ça vraiment intéressant. Hein. Fait que le prototype est fait. C'est sûr que pour l'instant, c'est un petit peu un stand-by. Là, l'application en tant que telle n'est pas disponible. Qu'est-ce qu'on attend? Il y a encore du développement à faire dessus, puis ça prend du financement pour. Évidemment. C'est un petit message en même temps là, si l'université Laval. C'est toujours le nerf de la guerre. Hein? Est-ce que cette application-là pourrait servir pour une ville entière? Est-ce que ça pourrait se développer à cette échelle-là? Là, moi, maintenant, je suis professionnel de recherche, toujours au centre de recherche en géomatique, et le projet se poursuit là, pas vraiment dans une continuité, mais dans des projets un petit peu similaires. Okay. On a une collaboration avec la ville de Rennes en France et l'université de Rennes qui ont fait appel à nous justement pour voir ce qui était possible de faire, pas à l'échelle d'une ville, mais à l'échelle d'un gros quartier. On grandit un petit peu. Puis eux, c'était plus pour de la médiation urbaine, c'est-à-dire proposer des projets d'aménagement du territoire, mais en utilisant la même approche, c'est-à-dire un environnement 3D dans lequel
les personnes pourraient se déplacer. Et on a aussi des contacts avec la ville de Québec pour voir qu'est-ce qui est possible de faire. C'est sûr qu'à plus grande échelle, c'est des quantités de données qui sont énormes. Oui, c'est ça. Les infrastructures au Québec, pour toute la ville de Québec, ça prend une étape supplémentaire, des bases de données auxquelles se connecter pour mettre à jour. C'est sûr qu'à l'échelle du campus, c'était facile, entre guillemets, de faire ça. À l'échelle d'une ville, c'est une autre étape. C'est une autre étape. Ça prend plus qu'un étudiant à la maîtrise tout seul. Tu étais tout seul dans ton projet ou il y avait quand même une équipe? Non, j'étais tout seul. Ah oui, chapeau. Félicitations. Merci, Benoît Duina. Merci à vous. Prochain invité qui sera Alexandra Champagne. Et j'en profite pour répéter que si vous avez des questions, si vous voulez interagir, ne vous gênez pas. Je sais que c'est pas toujours à propos dans la conversation qui est lancée, mais ne vous gênez pas, essayez, tentez le diable et qui sait ce qui pourrait arriver. Alexandra Champagne, tu es étudiante au doctorat en psychologie. Tu as reçu le prix Hommage Bénévolat Québec 2013. Et là, bon, on a discuté un peu, tu es une femme pas mal occupée, toi. Hein? Ça n'arrête pas beaucoup. D'abord, qu'est-ce que le prix Hommage Bénévolat Québec? Le prix Hommage Bénévolat Québec... On va approcher un petit peu. Voilà. C'est, dans le fond, une distinction gouvernementale. C'est pour... En fait, c'est un moyen de dire merci aux personnes qui s'impliquent bénévolement. Donc, ça peut être pour une personne en particulier, mais le prix concerne aussi les organismes. Donc, des organismes qui se démarquent là, par rapport aux services qu'ils offrent, puis par rapport aux liens qu'ils ont avec leurs bénévoles, leur façon de conserver leurs bénévoles, puis d'aller d'en chercher des nouveaux. OK. C'est à chaque année, ça? Oui, c'est à chaque année. D'ailleurs, si je peux passer une petite annonce, les personnes qui veulent dire merci à un bénévole ou à un organisme, on peut soumettre des candidatures jusqu'au 6 décembre. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Quelqu'un t'a référé. C'est ça. Et bon, ils fonctionnent comment? Ils en prennent combien? C'est divisé comment? C'est par région? C'est par... C'est ça. Les prix sont séparés par région. Puis il y a 3 catégories de prix. Il y a le prix jeune bénévole, donc 14 à 35 ans. Il y a le prix bénévole, 36 ans. Je viens de passer un peu la limite. Je suis plus assez jeune. Puis il y a le prix organisme. Puis c'est tout séparé par région. En tout, il y a 40 prix qui sont donnés pour les trois catégories de prix et pour toutes les régions. Une quarantaine. Bon. Qu'est-ce qu'ils font avec vous? Le prix, bon, ils vous remettent, j'imagine, un certificat ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'ils vous organisent une journée assez spéciale. Oui, c'est ça. Ben, ils nous offrent une petite statuette, puis vraiment oui, c'est plaisant. Qu'est-ce qu'il y a sur la statuette? Elle représente quoi? Oh mon Dieu, je m'en souviens plus, mais c'est comme ils appellent ça une tara, en tout cas, puis ça a une signification, puis sont toutes uniques, qui ont été faites à la main, une par une, oui. Fait qu'ils ont toutes une petite différence. Mais dans le fond, dans le cadre de cette journée-là, on nous invite là, pour une cérémonie officielle, en soirée avec un souper, tout le monde est là, puis tout le monde se présente, on rencontre, moi j'avais rencontré Mme Marois, Agnès Matet était là, puis ils nous ont remis nos prix, puis tout ça. Le lendemain, ils nous invitent à aller visiter l'Assemblée nationale. Puis c'est vraiment plaisant. Puis c'est une belle occasion aussi de parler avec d'autres personnes qui sont impliquées puis qu'on travaille tous dans le même sens. Ça nous redonne un petit boost, là, tu sais. Ben, tu peux nous parler peut-être de ton implication à toi. Bon, je sais que tu as plusieurs chapeaux. On parlait de l'organisme Lien Partage. Qu'est-ce que c'est, au juste? Lien Partage, dans le fond, c'est un organisme qui vient surtout il vient en aide surtout à des personnes âgées. Il y a plusieurs services qui sont offerts là, par Lien Partage. Moi, le service auquel je me suis impliquée, c'est le service de répit. Donc, c'est d'aller passer du temps avec une personne qui est en perte d'autonomie. Mais l'objectif derrière ça, c'est d'offrir un répit à sa proche aidante ou à son proche aidant. Donc, c'est quelqu'un qui va s'occuper de la personne en perte d'autonomie, qui va y offrir beaucoup de temps, d'énergie. Donc, c'est souvent à domicile. Oui, c'est ça. Enfin, on se déplace chez les gens. Moi, je suis principalement allée chez une madame pendant 3 ans. Puis, pendant longtemps, c'était une fois semaine, une après-midi. J'allais
En fait, c'était la fille de la madame. À chaque semaine? Oui, c'est ça. C'était une grosse implication, hein? Oui, puis si je sautais une semaine, je me le faisais dire. Ah oui. Elle attendait son moment, là. Oui. Puis tu as fini par faire des conférences un peu avec les personnes âgées. Je pense que ton sujet de recherche est un peu là-dessus aussi. Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis impliquée auprès du laboratoire de Psycho-Géronto à l'école de psychologie. Puis mon projet de recherche porte sur l'anxiété chez les personnes âgées. Puis c'est ça, en faisant des communications scientifiques, mon nom y est ressorti pour un prix de la meilleure communication. Puis mon nom s'est en allé comme ça. Puis on m'a demandé de faire une présentation dans une résidence. Puis j'ai offert de refaire la présentation là, pour lien partage pour les bénévoles puis tout ça. Donc, c'est toujours pertinent d'avoir de l'information sur l'anxiété puis la dépression là, chez les personnes âgées. Il y a des retombées là-dessus. Tu fais partie aussi du conseil d'administration de l'Association canadienne pour la santé mentale. Donc, qu'est-ce que c'est? On se doute un peu qu'ils font la promotion des façons de guérir la santé mentale ou enfin de la sensibilisation. C'est à quelle échelle? Nous, ici, l'association, c'est national. Nous, ici, on est la filiale de Québec. Donc, on va jusqu'à Charlevoix. On est vraiment la région 03. Donc, ça couvre large. Oui. Puis, ce qu'on fait en général, il y a beaucoup de conférences de groupe, par exemple, sur la solitude, sur qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver notre estime personnelle. Il y a également une ligne d'écoute. Il y a des bénévoles qui sont là pour répondre aux appels de personnes, soit ils ont des problèmes de santé mentale, soit ils ont besoin d'informations, soit leurs proches vivent des problèmes, ils ont besoin d'en parler. Ils recherchent dans le fond une écoute active. OK. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que tu as organisé un colloque pour l'ACFAS? Non, c'est ça. Ça, c'est dans un autre cadre. Ça finit pas, hein? Ce colloque-là, ça a été organisé avec mon directeur de recherche, M. Landreville. Donc, comme l'ACFAS venait ici cette année à l'Université Laval, on a organisé un colloque pour rassembler des gens qui veulent parler de la santé mentale chez les personnes âgées. Puis, c'est ça, j'ai aidé mon directeur là, dans l'organisation, aller inviter les gens à soumettre des propositions. C'est le colloque qui a eu lieu ici, à l'université. Là. Oui, c'est ça. Okay. Tu as été aussi présidente du programme d'étudiants réfugiés de l'association Entraide universitaire mondiale du Canada. J'aurais dû prendre une respiration avant. Hein? Alors, présidente du programme d'étudiants réfugiés de l'association Entraide universitaire mondiale du Canada à l'Université Laval. C'est pas mal, hein? Bon. Qu'est-ce que c'est cet organisme-là? Qu'est-ce que ça fait? L'Entraide universitaire mondiale du Canada, je veux dire ici EUMC, ça va faciliter la chose. Dans le fond, c'est un organisme de développement international, donc c'est partout à travers le Canada. On est également impliqué dans d'autres pays, mais en fait, le siège social de cette organisation-là est à Ottawa. Puis nous, il y a plein de comités de l'EUMC dans plein d'autres universités, dans des cégeps. Nous, on en a un ici. Moi, c'est dans lui précisément que je m'implique à l'Université Laval. Puis il y a plusieurs campagnes, dans le fond, que le siège social de l'UMC nous propose. Il peut y avoir un véloton, ça peut être une campagne pour venir en aide aux jeunes filles dans des camps de réfugiés, pour organiser des colloques sur des enjeux internationaux importants. Puis il y a également la campagne du programme d'étudiants réfugiés. Donc, principalement, c'est ce que tu faisais. Tu t'occupais du parrainage d'étudiants. Dans le fond, ça s'appelle le PER. Ça va être encore plus facile à dire. C'est ça en quoi ça constitue. Nous, à l'Université Laval, ici, c'est qu'on accueille chaque année 2 personnes qui viennent d'un camp de réfugiés. Donc, c'est des personnes qui vivent là, qui étaient amenées à passer leur vie là, en fait, mais que par le biais du programme, on les accueille ici pour qu'ils deviennent des résidents permanents et plus tard des citoyens canadiens. Donc, c'est vraiment pour recommencer une nouvelle vie. On les accueille à l'université, donc ils continuent leurs études. Le but, c'est vraiment... Je présume qu'ils ne parlent pas toujours français quand ils arrivent. Ils doivent s'adapter quand même à beaucoup de choses. Bien, ça fait partie des critères pour qu'ils viennent. Nous, il faut qu'ils se débrouillent en français parce qu'il faut qu'ils aillent à l'université. Parce qu'un petit peu, le slogan de l'UMC, c'est que l'éducation change le monde. Donc, nous, il faut qu'ils viennent étudier. Puis pour étudier, il faut qu'ils se débrouillent quand même bien en français. Là. Mais j'imagine qu'il y a un niveau d'ajustement quand même au niveau des études. Oui. C'est pas tous des gens qui ont un bac qui viennent ici ou
Non, pas du tout, c'est ça. Souvent, en fait, ils ont leur secondaire. Donc, quand ils arrivent ici, ils vont faire des cours compensateurs, puis ensuite de ça, ils vont intégrer un bac. Donc, il y a comme les cours compensateurs pour se mettre à niveau. Comme ici, on a le cégep, mais eux autres... Puis quelle sorte d'implication ça demande de s'occuper de deux réfugiés comme ça qui... En fait, c'est vraiment au Québec, oui, c'est vraiment une implication à tous les plans. Là. Au niveau financier, pendant une année, on les soutient financièrement. On paye leur chambre en résidence, on va payer leurs frais de scolarité, leurs livres, on va leur donner un petit peu d'argent chaque semaine pour qu'ils s'achètent de la nourriture. Donc, il y a l'aspect financier, il y a l'aspect social. Donc, on va passer du temps avec eux, on va essayer d'organiser des activités, on va essayer de leur faire découvrir notre culture. Il y a l'aspect académique. Quand ils arrivent, il faut leur expliquer comment ça marche dans un cours. Les examens, ça peut ressembler à quoi? Comment on prend des bonnes notes de cours? Tu sais, des petits trucs comme ça. Sinon, au niveau administratif, toutes les démarches à l'université pour s'inscrire à des cours. Puis vu qu'avant, il y avait un statut de réfugié, puis ils arrivent ici, résident permanent, c'est pas facile des fois avec l'immigration puis tout ça. Donc, on est là pour toutes ces démarches-là parce que même nous, on a de la misère à comprendre. Donc, Encore énormément d'implications. Alors, on n'a même pas eu le temps de faire tout le tour. J'avais encore d'autres questions. Prix personnalité, premier cycle, concours Force à venir l'an dernier. Enfin, t'as un CV assez garni, volumineux. Il reste-tu du temps pour le sport, la vie de couple, les enfants, quelque chose? Oui. Oui, sans projet quand même. Écoute, Alexandra Champagne, merci beaucoup. Merci d'être là. On passe au prochain invité, Monsieur Mathieu Desbordes. Vous êtes toujours à l'émission Pensée courante. On est avec Mathieu Desbordes qui fait une maîtrise en design urbain et en aménagement du territoire et développement régional. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu as fait un voyage d'études au Brésil dans le cadre d'un de tes cours. C'est ça. En fait, c'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. J'ai pas fait que ça dans ma maîtrise. Non, bien sûr. C'est la deuxième phase, en fait, d'un ensemble de 2 cours qui se donnaient à l'hiver et à l'été de 2013 et qui consistait donc en une première phase théorique ici à l'Université Laval sur l'approche de recherche qu'on allait utiliser. Et donc, la deuxième phase, c'était le voyage d'études au Brésil, qui peut être considéré comme une phase de terrain, en fait. Toi, c'était centré sur un aspect bien précis de l'urbanisme. Oui, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure en introduction, moi, je faisais partie d'une équipe qui travaillait. Je faisais partie d'une équipe qui travaillait sur le transport collectif. Et en fait, on essayait d'établir un lien entre transport collectif et quartiers précaires, en fait, amélioration des conditions de vie dans les quartiers précaires. Quand je dis on essayait d'établir un lien, c'est parce que ce qu'on fait dans ce cours-là est à une phase exploratoire, parce qu'on on connaît pas le Brésil quand on arrive dans ce cours-là, évidemment. Et donc, en fait, on prend plus de temps, parce que ce serait très, très long comme étude, essayer de retirer même les premières conclusions là, sur un lien potentiel entre l'implantation d'une infrastructure de transport collectif structurant, donc de niveau supérieur de type métro, tramway, peu importe, et le niveau de vie, enfin la qualité de vie. Donc il faut choisir des indicateurs, qu'est-ce qu'on appelle la précarité, les quartiers précaires, etc. Là, tu es allé dans 2 villes. On est allé dans 2 villes pour le cours. Pour le cours, mais tu en as profité un peu pour... Évidemment, comme c'est souvent la norme dans ces voyages-là, comme j'ai l'habitude de dire, moi je suis un urbaniste 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois par année, c'est-à-dire qu'on n'enlève jamais vraiment nos lunettes, là, dans le sens où les 3 autres villes que j'ai visitées au Brésil, sur mes temps personnels, je les voyais quand même avec mes yeux d'urbaniste. Mais celle dans le cadre du cours... J'ai pas le droit de me prétendre urbaniste encore. Celle dans le cadre du cours, c'était Rio et Salvador. Rio de Janeiro et Salvador. Donc, on va parler un petit peu de Rio. Qu'est-ce que tu as retenu un peu sur le transport collectif à Rio? Ce que j'ai retenu du transport collectif à Rio, c'est que c'est un petit peu curieusement organisé, un petit peu contre-instinctif pour un Nord-Américain ou un occidental au sens large, parce que on pourrait avoir l'impression que dans une grande ville comme ça, de 12 millions d'habitants, le transport collectif va être très structurant, très efficace, qui va se rendre
rapidement dans des quartiers péricentraux, voire un petit peu plus loin. Donc, on va pouvoir même atteindre les premières banlieues en transport collectif. Et il y a des quartiers qui sont en réalité complètement inaccessibles en transport collectif. Et c'est une ville dans laquelle il y a encore du prolongement de métro vers des endroits assez proches du centre-ville et assez actifs, assez intenses, assez denses. Par exemple, le quartier d'Ipanema, qui est très connu, il n'est pas très bien desservi par le transport collectif. C'est pas un quartier précaire, donc il n'était pas vraiment concerné par nos études, mais on s'est rendu compte qu'il n'est pas très bien desservi. Donc c'est un exemple parmi tant d'autres pour dire c'est une ville magnifique évidemment, mais avec beaucoup de disparité socio-économique. Ça, c'est un fait, c'est évident, ça saute aux yeux. Puis le phénomène des favelas, c'était très intéressant à voir, ce qu'on peut en voir, nous, en tant qu'outsiders, parce que il y a des choses qui sont inaccessibles, puis c'est ça. Mais ce que tu voyais, tu voyais beaucoup de liens entre la politique, la décision politique et la façon d'établir le réseau de transport, parce que il y a une volonté de garder cette ségrégation-là. C'est ça, ça peut paraître un petit peu banal, mais quand j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des quartiers qui sont pas accessibles par le transport collectif, qui sont pas très éloignés du centre-ville, souvent ça va être des quartiers plus aisés, plus huppés. Puis je trouve ça encore plus intéressant, moi, dans le cas de Salvador, parce que Rio, malgré tout, étant donné que c'est une grosse ville, n'a pas vraiment le choix d'être fonctionnelle. Donc, elle est relativement fonctionnelle. Mais à Salvador, qui est une ville de seconde ordre de grandeur au pays, là, qui est pas qui est une des anciennes capitales, mais qui est pas une si grande ville que ça à l'échelle du Brésil, qui est 3 millions d'habitants environ. Là, il y a vraiment des dysfonctions majeures. Puis on se rend compte, en fait, de la grande importance au Brésil d'un effet d'annonce dans les projets de transport collectif. Mais c'est pas parce qu'il y a une annonce qu'il va nécessairement y avoir projet, et c'est pas parce qu'il y a projet qu'il va nécessairement y avoir réalisation derrière. Donc ça, le cas de Salvador, c'était encore plus marquant. Là. On fait une petite pause, 2 minutes, on passe les publicités, on revient après ça avec le cas de Salvador, on va en jaser un petit peu. Vous êtes toujours à Pensée courante en direct du Café Foyer. Salut, je m'appelle Olivier Roy-Martin. Que vous soyez un rat de laboratoire, le cancre de la classe de chimie ou juste un étudiant curieux, l'émission Sciences Pop vous stimulera avec les dernières actualités scientifiques. Sciences Pop, c'est l'occasion de faire le pont entre les passionnés des sciences que nous sommes et vous. Sciences Pop, tous les mercredis 13h sur les ondes de Chiz 94.3 FM et sur chiz.ca. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Parce que chez Laval Volkswagen, on aime vous simplifier la vie en vous offrant 3 TDI au même prix. 299 $ par mois pour la Passat, la Golf familiale et la Jetta TDI sur une location de 48 mois. Il ne vous reste qu'à faire votre choix pour rouler en TDI et consommer seulement 4,4 litres au 100 km. C'est simple. Vous pensez Volkswagen? Pensez Laval Volkswagen. Près de 6 ans après sa première sortie, David Marin est enfin de retour avec l'album Le choix de l'embarras. Réalisé par Louis-Jean Cormier, le disque propose des pièces puissantes ancrées sur les bases folk. L'album sera disponible en magasin et sur le site de Simon Records dès le 15 octobre. Toujours en direct du Café Foyer, vous écoutez Pensée courante. Je suis avec Mathieu Desbordes, qui est aspirant urbaniste, qui est allé faire un voyage au Brésil pour comparer les systèmes de transport du Brésil et de Québec, donc en fait de quelques villes. On a parlé un petit peu de Rio. On va aller sur le cas de Salvador en fait. Oui, donc la ville de Salvador, c'est une ville dans laquelle on a perçu tout de suite beaucoup d'inégalités socio-économiques encore une fois, mais surtout, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que il y avait énormément de trafic, comme vous pouvez vous en douter, mais en fait, sûrement pire que ce que vous imaginez. Et on a posé la question à notre prof, puis il nous a dit, ça fait 5 ou 6 ans, à chaque année, à chaque fois que je viens, c'est de pire en pire.
Et en réalité, en arrière de ça, ce qu'il y a, c'est que les Brésiliens ont accès depuis pas très longtemps au crédit à la consommation pour des montants qui représentent le prix d'achat d'une automobile. Et que, en parallèle de ça, le transport collectif, entre autres à Salvador, il est vraiment déficient. Imaginez-vous une ville... Ce que tu disais, c'est qu'il y a déjà un tunnel de métro qui est creusé, mais qui est pas actif, là. C'est ça. En fait, à Salvador, il existe une compagnie du métro, la compagnie du métro de Salvador, depuis 1999. Donc, ça fait 14 ans. Ils ont reçu du financement, évidemment, de différents niveaux de gouvernement brésiliens, dans les 9 chiffres, si je me trompe pas. Ils ont creusé jusqu'à date à peu près 6 ou 7 kilomètres de tunnels. Mais il n'y a aucun métro qui roule. Il n'y a pas de service. Okay. Donc, imaginez-vous une ville de 3 millions d'habitants dans laquelle tout ce que vous avez, si vous ne voulez pas prendre votre automobile ou votre moto, c'est l'autobus. Oui, c'est ça. Ben, jouer aux zombies dans les tunnels. Donc, ça crée une situation catastrophique, en fait, et les gens, dès qu'ils peuvent, s'achètent une auto. Parce qu'il y a 18 compagnies privées d'autobus urbains. Imaginez-vous le maillage entre les compagnies, les guerres de territoire, les tarifs, enfin l'état des véhicules, parce qu'évidemment, c'est la raison pour laquelle habituellement le transport collectif est public, c'est parce que c'est une activité qui n'est pas rentable habituellement. Elle n'est pas rentable directement en tant qu'opération économique, elle est rentable pour la société. Donc c'est pour ça qu'elle est dans le domaine public habituellement. Quand vous avez 18 compagnies privées qui se parlent pas, puis que vous avez une compagnie de métro qui a simplement siphonné de l'argent public, qui n'a rien fait, parce que techniquement, je veux dire, ce qu'elle a fait, c'est comme rien, là, ça sert à rien. C'est quand même fort. Je veux qu'on parle un petit peu de Québec aussi, bien sûr, à travers cette comparaison-là que tu as fait. Bon, tu me parlais que Québec est une ville avec bipolaire au niveau commercial. Là. Il y a le pôle Sainte-Foy, le pôle... au niveau commercial, on s'entend. Mais pour le réseau de transport, ça complique beaucoup la donne. Ça complique un petit peu la donne. Il y a deux choses, à mon avis, qui compliquent la donne du transport collectif à Québec. Bien humblement, je suis pas nécessairement un spécialiste du transport, mais c'est effectivement le fait qu'il y a 2 pôles à desservir, 2 pôles qui sont d'égale intensité. Parce que, tu me disais, dans la région montréalaise aussi, il y a plein de pôles, effectivement. Il y a plein de pôles d'emploi dans la région montréalaise. Mais le centre-ville de Montréal, quelque part au coin McGill et Maisonneuve, c'est le pôle. Là, à Québec, ce qu'on a, c'est qu'on a, par exemple, sur René Lévesque le matin, des flux égaux dans les deux directions, est-ouest et ouest-est. Il y a à peu près là, autant d'emplois à Sainte-Foy, au sens large, là, dans tout ce qui est polaire attractif à Sainte-Foy, donc l'hôpital, les hôpitaux, l'université, les centres commerciaux, tous les bureaux qui sont à Sainte-Foy, et tout l'ensemble, colline parlementaire, Saint-Roch, Vieux-Québec. Il y a à peu près autant d'emplois entre ces deux hyperpôles-là. Et les gens viennent, et c'est ça à mon avis le deuxième problème, les gens viennent de partout et les gens s'attendent à ce que l'autobus passe à 4 minutes et demie de leur porte. Et le pire, c'est que c'est ça la norme de service. Il faut que l'autobus passe à moins de 5 minutes de toute résidence. Ça fait large. Donc c'est ingérable. Oui, c'est ça. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pour répondre à une certaine demande, le RTC va créer des express, des nouveaux express Sainte-Foy, les lignes 500, en plus des lignes 300, des lignes 200. Mais ce sont des chauffeurs d'autobus qu'il n'a plus, parce que c'est ça le facteur limitant au Québec, hein, compte tenu de... Puis c'est une bonne chose, ils sont bien payés, nos chauffeurs d'autobus, c'est très bien. Mais pour un réseau de transport collectif, dans sa gestion quotidienne, c'est ça le facteur limitant. C'est combien de trajets par jour mes chauffeurs vont pouvoir faire. Je vais terminer avec toi. Si tu avais une vision idéale de la ville de Québec au niveau urbanisme, en quelques mots, comment tu pourrais décrire, qu'est-ce que tu aimerais voir à la ville de Québec qui n'est pas là présentement? Mon Dieu, plein de choses. Je trouve par exemple que, puis c'est pour ça que je trouvais intéressant ce que Benoît disait tout à l'heure sur la réalité augmentée, les projets d'aménagement. Ces nouvelles façons de faire des projets peuvent très bien servir, en fait, à mon avis, sont même un appel du pied vers plus de démocratie dans les projets d'aménagement, vers une participation qui est plus à la base. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a jamais trouvé de moyens de représentation suffisamment efficaces pour pouvoir, premièrement, illustrer le projet tel qu'il sera,
Jusqu'à date, enfin, on est capable de le faire, mais c'est jamais tout à fait réaliste. Puis deuxièmement, permettre aux citoyens de se pointer à une séance de travail et de modifier le projet en temps réel. Moi, le jour où on est capable de faire ça, on n'a plus besoin on n'a plus besoin de feutre, on n'a plus besoin de calque, on n'a plus besoin d'essayer de faire en sorte que des gens qui ne sont pas habitués à penser en 2D se mettent à penser en 2D sur un grand plan, sur une grande table. Il suffit d'avoir un écran puis une manette de console de jeu, puis allez-y, amusez-vous. T'sais. Puis en plus, il y a un aspect ludique à ça. Moi, je trouve qu'à Québec, ce qui manque, c'est mon point de vue personnel d'ancien Montréalais et tout, c'est un office de consultation publique indépendant. Pour l'instant, la consultation publique est sous la houlette de la Ville. Donc, la Ville fait ce qu'elle veut, en réalité, et même capable de museler certaines opinions, entre autres certaines opinions professionnelles. Je n'en dis pas plus. Ça résume bien. Ben, on parle justement de transformer un peu la réalité urbaine, la réalité des parcs. Donc, on va bien basculer au prochain sujet. Mathieu Desbordes, merci beaucoup. Merci. On passe à notre prochaine invitée qui est Josiane Lavigne. Josiane Lavigne, qui fait une maîtrise en design multimédia et qui a participé à une compétition. En fait, tu as terminé ta maîtrise. Oui. Félicitations, voilà. Tu as participé à une compétition de design à Paris sur l'interaction humain-machine. D'abord, qui étaient les membres de ton équipe? Parce que tu n'étais pas seule là-dedans. Oui, non, on était 4 dans l'équipe. Donc, il y avait moi-même, il y avait mon collègue Marc-André Monette, Marie-Christine Lafont et Nassim Fouad Amirouche. OK. Vous étiez 2 équipes, je pense, de l'Université Laval cette année. Oui, exactement. Il y a 2 équipes de l'Université Laval qui ont été sélectionnées pour participer à ce concours-là. La deuxième équipe qui était composée de Hugo Savoie, c'est un peu au défi, là. Ouais. En tout cas, leur nom de projet, c'était Paléo. Si vous voulez plus d'informations, ils ont un site web, eux autres aussi. Et donc, il y a une équipe qui a terminé premier rang. Oui, c'est ça. Paléo a terminé premier rang, puis nous, on a obtenu la 4e place. OK. Comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est, ce concours-là? C'est un concours international. Oui, c'est ça. C'est un concours international. Puis, c'est aussi des conférences. C'est un super gros événement qui prend lieu à toutes les années. Ça fait, je pense, une 30aine d'années que ça existe aussi. Puis, il organise un concours pour des étudiants dans le domaine du design et de l'interaction humain-machine. Puis, dans le cadre d'un de nos cours de l'université, on a eu la chance de s'inscrire à ce concours-là si on voulait poursuivre plus loin le projet. OK. Parce que, bon, c'est une opportunité vraiment super puis intéressante, là. Fait que c'est ça, on a décidé d'inscrire notre projet, puis on a été sélectionnés. Puis à partir de ce moment-là, c'est tout un retravail qui a duré peut-être 6 mois jusqu'à la présentation finale. Il y a combien d'équipes qui sont sélectionnées sur une 50aine de candidatures, il y a 11 équipes qui ont été sélectionnées au total d'un peu partout. Je sais qu'il y en avait d'Angleterre, il y en avait de la Corée, il y en avait aussi des États-Unis. Et ça fait 2 ans de suite que l'Université Laval remporte la première place. Ça fait 2 ans de suite. Alors, on donc, peut applaudir. On va parler un peu du projet qui s'appelle CAVA. Oui. Donc, CAVA qui vient de... CAVA qui vient d'une plante, dans le fond, dont les effets sont éphémères, qui ne durent pas super longtemps. Okay. Puis, je peux parler un peu du projet pour expliquer pourquoi, d'où ça vient ce nom-là, puis qu'est-ce que c'est CAVA. En fait, on a créé une application mobile qui utilise la réalité augmentée pour permettre aux travailleurs du domaine technologique du quartier Saint-Roch d'influencer leur environnement puis de partager des données entre eux, des informations qu'ils jugent intéressantes. Alors, dans le fond, pour en venir à cette solution, si je peux parler un peu du cadre du projet, il fallait partir de zéro avec aucune idée de la solution. Donc, apprendre à connaître le quartier pour des raisons de nous faciliter la vie. On a choisi Saint-Roch parce que, bon, la faculté de design est située là, fait que c'est facile pour nous d'aller sur le terrain puis d'observer, exactement. C'est assez riche aussi technologiquement. C'est ça, oui, c'est assez riche. La plupart des entreprises sont comme situées dans cet endroit-là, ce qui nous a permis de situer comme l'épicentre de cette zone de réalité augmentée-là dans le parc du quartier Saint-Roch. Parce que, bon, on a fait beaucoup de collecte de données pour apprendre à connaître c'est qui ces gens-là, les travailleurs, c'est quoi leurs besoins, où est-ce qu'ils marchent dans le quartier aussi. Puis on a pu voir que les gens traversent pas mal tout le parc. Alors, c'est facile d'instaurer quelque chose à cet endroit-là puis de faire en sorte que les gens puissent vraiment s'en utiliser.
L'objectif, c'était vraiment de C'est nourrir un peu l'espace. Exactement, c'est ça. Donc, les travailleurs n'ont pas la possibilité d'influencer leur quartier, puis on voulait pas non plus que ce soit influencé physiquement. Alors, de créer cette espèce d'univers virtuel-là avec la réalité augmentée, ça permet aux gens de venir partager entre eux, d'avoir comme le contrôle sur les données qu'ils partagent, des données qui vont évoluer aussi avec l'histoire du quartier. Ça se traduit par des bulles. C'est ça, exactement. Quand on arrive dans le parc et puis qu'on ouvre notre application mobile Cava, on peut, à travers notre écran, rechercher comme du contenu qui prennent la forme de bulles, petites ou plus grosses. La caméra, donc. C'est ça, c'est ça. Quand je prends mon écran et que je regarde, là, je peux voir des bulles puis différentes, me promener aussi. Puis c'est pour ça que c'est des sphères pour pas comme que ce soit facile à repérer. Exactement. Puis plus les gens vont interagir avec une sphère d'information, plus celle-ci va grandir. Puis à l'inverse, si personne l'utilise, elle va finir par rapetisser et mourir. D'où le nom Cava, dans le fond, c'est éphémère. Alors on veut pas non plus... Donc il y a une sélection naturelle qui se fait selon la popularité de la publication. Oui, en puis fait, les si grosses bulles vont attirer l'œil aussi, fait que ça donne une certaine notoriété aux gens qui vont partager des choses entre eux. Donc, c'est vraiment les habitants du quartier qui décident qu'est-ce qu'il va y avoir dans le parc. C'est ça. Les gens du domaine technologique peuvent partager comme ça de l'information avec les habitants du quartier ou les gens qui sont de passage, des touristes carrément. Ça peut être aussi large que ça. J'ai vu sur le site qu'il y avait plusieurs hypothèses avant de tomber aux bulles. Il y avait par exemple d'avoir le pouls du quartier. Oui, mais c'est ça. Moi, ça m'a intrigué comme notre idée. Notre concept, on voulait que les gens puissent influencer leur quartier. Puis là, on se disait comment technologiquement est-ce qu'on va être en mesure de faire ça. Fait qu'au début, on se disait peut-être par une espèce de représentation de soi-même avec des écrans, des trucs comme ça. Mais bon, pour des questions de financement, c'est sûr que ça serait plus difficile à faire. La chose la plus simple qu'on a trouvée, c'est tout simplement d'amener la réalité augmentée là-dedans, qui est un sujet qui semble revenir assez souvent dernièrement. Est-ce qu'il y a des catégorisations? Quand on publie, on peut publier à peu près n'importe quoi? Quand je publie, je peux mettre des filtres. Par exemple, si j'ai envie de publier une nouvelle trouvaille dans l'expérience utilisateur, les tendances 2014 qui s'en viennent dans ce domaine-là, je peux taguer que ça va être non pas une photo, mais plutôt un article scientifique. Je peux mettre des commentaires, partager ça. Les personnes qui vont voir cet article-là peuvent soit l'apprécier, le partager encore plus pour que la bulle prenne l'expansion ou même laisser des commentaires pour interagir avec ça. Donc, c'est vraiment un réseau social, mais physique. Il faut être réellement sur place. Quand on n'est pas là, on ne peut pas avoir accès à ces données-là. Non, c'est ça. Faut se déplacer sur place. OK. Est-ce qu'il y a des suites possibles à ça? C'est sûr qu'on aimerait ça. On aimerait vraiment ça que ça puisse se développer pour vrai. Surtout que ça peut s'appliquer pas juste à Saint-Roch, mais à n'importe quel quartier qui peut être vu comme technologique là, partout dans le monde. Fait que ça serait vraiment intéressant de voir. Mais bon, question de financement... c'est sûr que ça reste à voir. On a plusieurs personnes qui travaillent dans l'urbanisme ici. Là. Est-ce que ça vous ouvre un peu des perspectives? Est-ce que ça vous donne des idées, ce genre de truc-là? Vous travaillez un peu déjà avec l'application mobile en tant que programmateur. Ça peut peut-être ouvrir une porte de... Il faut mettre des bulles sur le campus maintenant. Oui, tout à fait. Ça serait un grand tapis à bulles partout sur le campus. Toi, tu as terminé, donc tu me disais, tu vas commencer à travailler dans ton domaine dès demain. Oui, dès demain. Dès demain. Super donc, bonne tu as nouvelle. fait l'entrevue. Tu vas travailler où? Chez Odeweb Solutions, avec une équipe qui travaille dans le web qui m'a l'air super amusante. Puis, Donc, tu vas faire quoi? Moi, je vais être designer d'interface, designer web et mobile, puis aussi je vais faire un petit peu d'expérience utilisateur. OK. Mais est-ce que tu vas pouvoir quand même continuer à développer l'application que tu avais pensée? Sûrement à temps partiel à partir de mon salon, là, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont vouloir embarquer dans le projet avec moi. Ça pourrait être intéressant. Oui. Josiane Lavigne, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Prochain invité, Jean-François Robitaille. Toujours à l'émission Pensée courante, en direct du Café Foualier. Je suis avec de merveilleux invités. On touche à toutes sortes de sujets. Et puis là, on est pensé, bien sûr, dans l'urbanisme, dans les villes, les façons d'augmenter la réalité. On a fait du bénévolat, on a fait tout ça de trucs. On s'en va, on prend une envolée, on décolle, on s'en va dans le cosmos. Carrément dans le cosmos. Jean-François Robitaille est étudiant au doctorat en physique
et travaille en astrophysique plus précisément. Tu as participé au Congrès international de l'Agence spatiale européenne en Hollande, qui s'intitulait, je vais utiliser mon anglais, The Universe Explored by Herschel. OK. Qui est Herschel et qu'est-ce que Herschel? Parce que Herschel, c'est une personne, mais c'est aussi... Oui, donc qu'est-ce que Herschel? C'est un télescope spatial qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne il y a 3-4 ans maintenant de ça, en mai 2009. Herschel, bon, c'est le nom d'un astronome, c'est dans les années 1700, donc c'est comme une habitude en astrophysique de nommer les télescopes importants par l'ancienne sommité, si on veut, en astronomie. Un peu comme le télescope Hubble, si on veut. Qu'est-ce qu'il y avait de particulier, ce télescope-là? Donc, ce télescope-là c'est un des premiers télescopes qui a été lancé pour observer une certaine gamme de longueur d'onde dans l'espace, donc la longueur d'onde des infrarouges. Donc, c'est un domaine qui était moins observé ultérieurement par les autres télescopes. Donc, si on compare, disons, le télescope Hubble, lui, qui était aussi un télescope spatial, observé dans le domaine de l'optique. Donc, tout ce qu'on peut voir à l'œil nu. OK. Donc, le télescope Herschel, lui, a été lancé pour observer qu'est-ce qui rayonne dans l'infrarouge. Il y a plusieurs choses qui rayonnent. Le déplacement des astres, un peu ça? Oui, ben en fait, l'infrarouge, c'est... nous-mêmes, on rayonne dans l'infrarouge, donc c'est tout ce qui est rayonnement thermique. OK. Donc, la poussière interstellaire, principalement, donc il observait. Il y a eu plusieurs missions. La conférence elle-même était un peu pour faire un résumé de tout la recherche qui se fait à l'aide de ce télescope-là. Okay. Parce que le télescope est déjà mort, en fait. Oui, c'est ça. Il y a une durée de vie au télescope. C'est ça, une durée de vie limitée. Ça dépend des télescopes, comme le télescope Hubble qui a duré vraiment très longtemps et qui est toujours actif en ce moment. Le télescope Herschel, lui, il a été lancé très loin dans l'espace pour justement s'affranchir du rayonnement infrarouge de la Terre. OK. Et le télescope lui-même doit être refroidi à une température qui est plus basse que ce qu'il observe. Sinon, il rayonne lui-même dans sa gamme de longueur d'onde qu'il observe. OK, donc il n'y aurait plus rien à observer. Exactement. OK. Donc, pour ça, il est refroidi à l'hélium liquide qui, ce système de refroidissement-là a un temps de vie limité. Et là, en ce moment, il est en orbite autour du Soleil, mais on ne peut pas aller le récupérer ou le modifier. C'est fini, ça coûte trop cher. Donc, il est lancé, il fait sa mission de 4 ans, il récolte beaucoup de données, et ensuite, c'est terminé, et c'est notre job à nous, en fait, d'analyser les données et de comprendre un peu la physique du milieu interstellaire, la physique de l'espace. Puis est-ce qu'ils savent pas mal ce qu'ils cherchent ou c'est vraiment, on prend ce qui est là, puis à partir de ça, on essaie de développer? C'est sûr qu'il y a des surprises, parce que, comme je disais, c'est la première fois qu'ils regardaient cette gamme de longueur d'onde-là. Il y avait plusieurs domaines qui étaient... plusieurs domaines de recherche, en fait, qui étaient là à la conférence. Il y avait du planétaire, donc des gens qui observent l'infrarouge, mais le rayonnement des planètes de notre système solaire. Il y a des gens qui font du galactique. Ça, c'est un peu plus mon domaine de recherche à moi. Donc, regarder les composantes du gaz dans notre galaxie. Il y a aussi de l'extragalactique qu'on appelle, donc des gens qui vont regarder les systèmes, les autres galaxies à l'extérieur de la nôtre. Il y en a combien? Il y en a des milliards, il y en a des centaines de milliards. On n'a pas trouvé la limite. Non, toujours pas de limite. Faut le créer, ce télescope-là, pour le savoir. Donc, on va aller sur ce que tu travailles plus précisément. Là, tu parlais de poussière interstellaire. Oui, poussière interstellaire. Donc, le titre de ma thèse, moi, c'est la formation des nuages moléculaires. OK. Donc, qu'est-ce qu'un nuage moléculaire? C'est les seules entités dans le milieu interstellaire. Ce que j'appelle le milieu interstellaire, c'est le milieu qui est situé entre les étoiles dans notre galaxie. Okay. Donc, c'est un milieu qui n'est pas vide. Lorsqu'on regarde justement dans les autres longueurs d'onde, comme l'infrarouge, on voit que c'est rempli de gaz avec plusieurs structures à l'intérieur. Donc, moi, la formation des nuages moléculaires, ces entités-là, c'est les seules entités à partir desquelles les étoiles se forment. OK. Donc, dans l'espace, il y a un cycle de vie des étoiles qu'on appelle les étoiles qui naissent à partir des nuages moléculaires. OK. Durant leur vie, vont fabriquer d'autres atomes plus complexes que l'hydrogène, qui est l'atome le plus simple. Donc, par fusion nucléaire dans leur cœur, ils vont créer d'autres atomes plus lourds. Ils vieillissent et ensuite ils vont mourir en éjectant soit de manière catastrophique comme les supernovas ou un peu plus gentiment comme les nébuleuses planétaires qu'on peut voir. Donc, ils rééjectent ce gaz-là dans le milieu interstellaire et ce gaz-là est réutilisé par la suite pour former d'autres étoiles. Donc, il y a vraiment un cycle qui est fait à l'intérieur. Ce que tu dis, ce que j'ai cru comprendre quand on a discuté, c'est qu'il y avait comme une espèce de toile d'araignée qui reliait un peu toutes ces poussières-là et qui éventuellement allait se former allait se compacter en étoile.
C'est ça. C'est un peu comme ça. Une des difficultés pour observer la formation des nuages moléculaires, donc on ne connaît pas très bien leur formation, comment ils se forment, et surtout on les voit pas beaucoup non plus. C'est dur de tracer ces objets-là. La poussière sert comme catalyseur dans la formation des molécules à partir du milieu atomique. Pour former des molécules, les molécules se forment à la surface des grains de poussière. Donc là, Herschel était l'instrument excellent pour ça parce que lui, il pouvait voir toutes les structures de poussière dans le milieu interstellaire. Et moi, j'ai travaillé sur le développement d'outils mathématiques qui est capable de distinguer les différents processus physiques qui mènent à la formation de ces nuages-là. Okay. Donc, qu'est-ce qui est... Est-ce que c'est une formule que tu as inventée ou c'est quelque chose qui existait déjà? C'est des choses qui se font en mécanique des fluides, un peu. Donc, parce que c'est toujours... l'astrophysique, comme deux façons de l'étudier un peu. Moi, je fais souvent la métaphore que c'est comme travailler dans un laboratoire, mais qui est situé à des années-lumière de chez nous. On regarde dans un petit trou et on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pas toujours évident. En effet, t'as juste le 2D, t'as pas le 3D là-dessus. Exactement, c'est ça. Toute l'univers est comme compressé de notre point de vue seulement sur le plan du ciel. Donc, il y a des gens qui font des simulations pour recréer ces mouvements de gaz-là. Donc, je me suis un peu inspiré de ces méthodes-là pour retransmettre ça dans l'étude du milieu interstellaire, la formation des structures dans le milieu interstellaire. Et par rapport à la distance, la relation entre la distance et le temps, on sait que on entend parler qu'une étoile qu'on voit est déjà morte depuis plusieurs années parce que le temps que la lumière nous parvienne. Comment toi, tu peux travailler avec ça, avec cette distance-là? C'est un peu difficile. Ce qui est particulier dans mon cas, c'est que j'ai pas d'étoiles dans mes cartes. Et même, je les supprime lorsqu'il y en a parce que me dérangent personnellement. Okay. Donc, je travaille seulement avec le gaz. Donc, un autre volet de ma thèse était justement d'essayer de voir quelle est cette structure en 3 dimensions sur la ligne de visée. Donc, lorsqu'on regarde le ciel, nous, on est situé dans le plan de notre galaxie. La galaxie est sous forme de disque. On est situé dans le plan, donc on voit une grande quantité de gaz dans le disque lorsqu'on regarde sur la ligne de visée. Tout ça est écrasé, dans le fond, de notre point de vue. Donc, une des méthodes qui peut être faite pour essayer de retracer la composante tridimensionnelle de la poussière dans le milieu interstellaire, c'est de comparer les structures de gaz avec d'autres longueurs d'onde, disons des raies de H1, dans notre jargon, c'est l'hydrogène neutre, qui, elle, on peut connaître sa vitesse, donc la vitesse de déplacement du gaz. Et on peut faire un rapprochement entre la vitesse de déplacement de ce gaz-là et sa distance dans le milieu interstellaire, sa distance par rapport à nous, parce que la Terre bouge, etc. On est capable de juger si la particule vient vers nous ou si elle s'éloigne. Exactement, c'est un peu ça. Okay. Donc, à partir des études de corrélation, si on veut modéliser quelle est la distance du gaz qui est observé à l'aide du télescope Herschel. C'est l'autre volet de ma thèse. D'où ça vient, cette passion-là pour le cosmos? Où est-ce que c'est né? Ça fait longtemps. Je pense que comme plusieurs qui étudient là-dedans, c'est des choses de jeunesse. Là. On observe le ciel avec nos télescopes et tout ça. Puis, on rêve, on se sent petit. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai toujours aimé ça. Puis, lorsque j'étais au secondaire, les premiers cours de sciences physiques que j'avais eus, ça m'a vraiment accroché. Okay. Puis, je connaissais l'astronomie, je voyais des conférences du Barry et tout ça. Et, j'ai su qu'il existait l'astrophysique, donc qui est vraiment la fusion des deux. La fusion des deux, donc l'étude de la physique dans l'espace. Puis, là, j'ai été accroché depuis ce temps-là. Est-ce qu'il y a des auteurs qui t'ont marqué plus que d'autres, je présume? Mais c'est sûr qu'on est aussi on a une formation professionnelle, donc j'aime bien la science-fiction aussi, qui se déroule dans l'espace. Tout à fait. Asimov et Barry, peut-être. Dernière question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Grande question, c'est vrai. À mon avis, non. Et je pense que plus dans les prochaines années, c'est le genre de choses qu'on pourra confirmer, parce qu'il y a de plus en plus d'indices qui nous laissent croire que tout ce qui est molécules organiques, sur Terre, etc. Moi, je suis plus spécialisé dans le milieu interstellaire. C'est des choses qui sont découvertes dans le milieu interstellaire. Donc, c'est des choses qui sont universelles et qui participent à la formation des autres planètes ailleurs, ce qu'on appelle les exoplanètes. On est rendu à plus que 1000 détections d'exoplanètes maintenant.
Donc, je pense que c'est juste une question de temps et de technologie aussi qui va s'améliorer, qui va nous permettre de voir précisément ces planètes-là. Peut-être. Donc, on en aurait repéré 1000, c'est à peu près ça, mais pas plus que ça. Moi, j'avais l'impression qu'on en avait quand même plusieurs. Si on extrapole, on est rendu à peut-être des milliards, là, mais c'est de l'extrapolation. Mais des confirmés et découvertes, on est rendu. Je pense qu'on a dépassé le chiffre de 1000 dans les dernières semaines. C'est celle qu'on peut observer, là. Exactement. Détection confirmée, ouais. OK. Confirmée, c'est ça. Donc, sur lesquels on peut savoir s'il y a de l'eau ou pas, ou des trucs comme ça. On n'est pas rendu là tout à fait. Non, ça s'en vient très, très rapidement. Travaille là-dessus, donc peut-être dans ton prochain télescope, on va être capable de voir qu'est-ce qu'il y a. Jean-François Robitaille, merci beaucoup. Merci. Alors, merci à tous nos invités. On est toujours en direct du Café Foualier. C'est ainsi que s'achève notre émission du mois d'octobre. Nous avons mesuré la réalité du travail bénévole à plusieurs sauces. Nous avons découvert les structures de canalisation souterraine, une façon originale de les explorer. Nous sommes allés à Paris pour une compétition de design où les étudiants de l'Université Laval se sont illustrés. Nous sommes passés par le Brésil pour étudier les réseaux de transport collectif et faire des comparaisons avec notre ville. Tout ça avant de s'envoler pour explorer une partie du cosmos. Merci à tous nos invités, Benoît Duina, Alexandra Champagne, Mathieu Desbordes, Josiane Lavigne, Jean-François Robitaille. Merci également à nos partenaires qui rendent nos activités possibles. Pour l'émission de radio, l'Université Laval et l'Association des diplômés de l'Université Laval, mais aussi Impact Campus, Chisley Presse, de l'Université Laval, la bibliothèque, le service de placement, le service des résidences, le syndicat des professeurs, la faculté des études supérieures et postdoctorales, la faculté de droit, de foresterie, de géographie et géomatique, de sciences sociales, de philosophie et le vice-rectorat aux études et aux activités internationales. Je vous rappelle les prochaines conférences de la chaire publique, 13 novembre, Charte des valeurs québécoises, 18 novembre, patrimoine immatériel. C'était Pensée courante en direct du Café Foualier. Mon nom est Serge Bonin. Je vous donne rendez-vous le 26 novembre, dernier mardi du prochain mois, pour une autre émission aux couleurs des études supérieures. Le 11 novembre.